Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule qui aujourd'hui va traiter d'un genre très peu connu du côté francophone et qui s'appelle la New World. Alors qu'est-ce que c'est que la New World? Eh bien, c'est un genre qui descend du fantastique et de la science-fiction qui date du début des années 2000, environ 2002-2003 et qui est essentiellement britannique, donc anglo-saxon. Alors, dans la New World, on va prendre les thèmes classiques de la science-fiction et du fantastique pour complètement les métamorphoser. Les genres vont s'éclater complètement et on va voir des livres extrêmement originaux, parfois difficiles à suivre, mais qui ont en commun une liberté de ton par rapport au thème classique de la SF et du fantastique qui est remarquable. Alors ce mouvement, il est pas né comme ça par hasard, il descend essentiellement de gens comme Christopher Priest, qui est un auteur anglais de SF qui est toujours vivant d'ailleurs, qui a fait de nombreux romans remarquables, mais qui déjà s'éloigne très très fort de ce qu'on a l'habitude de voir en science-fiction. Lui-même est issu d'un groupe britannique aussi qui s'appelle la New Wave de la science-fiction, qui est un petit peu vraiment le père de la New Wave. De la New World, pardon. Alors, parmi ces auteurs importants que nous allons voir maintenant, je vous ai dit que c'était difficile pour moi de trouver des livres parce que la majorité des romans de New World sont écrits en anglais et ne sont pas encore traduits. Donc, il y a trois auteurs quand même qui sont régulièrement suivis par les maisons d'édition francophones. Et le premier s'appelle China Miéville. Alors, China ou China, je ne sais pas très bien comment on doit le prononcer. Il est anglais et il va donc être un des écrivains majeurs de ce style. Il est toujours, d'ailleurs, puisque c'est un auteur qui est jeune encore, je crois qu'il doit avoir une quarantaine d'années. Et ici, dans les derniers jours du Nouveau Paris, eh bien, c'est un roman qui va prendre, encore une fois, un thème assez classique, c'est ce qu'on appelle l'Uchronie, c'est-à-dire qu'on va revisiter l'histoire. Un des romans uchroniques les plus célèbres s'appelle Le Maître du Haut Château de Philippe K. Dick, qui imagine que la Seconde Guerre mondiale a été remportée par l'Allemagne et non pas par les Alliés. Ici, c'est un peu la même chose. Donc, la guerre continue en 1950. Il n'y a pas eu d'armistice en 1945. Et donc, il y a toujours des affrontements à Paris. Mais là où ça tombe dans un univers complètement bizarroïde, c'est que les principaux résistants contre les Allemands, c'est le groupe surréaliste. Donc le groupe surréaliste qui est dirigé par André Breton. Et donc là, il y a un Américain qui va venir les aider, plus tôt déjà, et qui va imaginer une machine qui est capable de transposer les cadavres exquis. Je ne sais pas si vous voyez ce que les cadavres exquis, ce sont ces exercices littéraires que faisaient les surréalistes. Donc ce sont des espèces de collages littéraires. Et il va faire en sorte que ces cadavres exquis deviennent des monstres en chair et en os. Donc il a une machine à transposer l'imagination littéraire en monstre. Et là, il va faire une espèce d'armée de ces monstres qui vont bientôt être complètement ingérables parce qu'ils sont issus de l'inconscient des écrivains et se retourner un peu contre tout le monde. Alors c'est difficilement racontable parce que c'est très très inspiré du surréalisme. Donc là, dans le livre, vous allez trouver toutes les grandes figures du groupe surréaliste. À la fois aussi, vous allez trouver une espèce d'intrigue fort proche de l'espionnage et du fantastique, évidemment. Mais c'est comme beaucoup de romans de la New World, c'est strictement irracontable comme ça, il faut vraiment le lire. Au départ, on est fortement décontenancé parce que, on ne sait pas vraiment. China Miéville veut créer des monstres qui n'ont jamais été vus dans la littérature fantastique, donc des choses qui dépassent l'entendement. Et c'est très déroutant, mais c'est d'une imagination absolument invraisemblable. Donc si vous voulez commencer par cet auteur-là, qui a écrit beaucoup d'autres romans, je crois qu'il en a écrit une dizaine d'autres,
Pourquoi pas par celui-là? Parce que les autres sont, il n'y en a aucun qui ressemble, qui se ressemble. C'est vraiment une imagination complètement débordante. Le deuxième est un peu plus connu en France et en Belgique. Il s'appelle David Mitchell. Alors, si vous ne le connaissez pas, c'est lui qui est à la base d'un film qui a marché il y a quelques années, même si c'était un échec critique, je crois et qui n'a pas rapporté énormément d'argent non plus, même s'il a été beaucoup vu après sa sortie. C'est un film des sœurs Wachowski qui s'appelle Claude Atlas. Et donc c'est lui qui a écrit Claude Atlas. Ça s'appelle Cartographie des nuages, le roman. C'était donc adapté au cinéma par les Wachowski. Et ici, avec Slade House, il va reprendre un thème presque éculé du fantastique, à savoir la maison hantée. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, c'est très classique. Hein. Il y a tous les 9 ans, il y a des personnes un peu marginales qui vivent très mal leur vie, qui ont du mal avec la société, qui sont invitées à rendre visite à des personnes dans une maison qu'elles ne connaissent pas, et on leur dit, ben voilà, vous serez très bien accueillis. Et puis il y a des mystères qui vont se greffer là-dessus, évidemment. Et puis ces personnes disparaissent. Et donc tous les 9 ans, de nouvelles personnes vont arriver dans cette maison. Il y a une connexion entre les personnes, un peu comme si vous avez vu Claude Atlas, au départ, on n'y comprend pas grand-chose. C'est une espèce de puzzle qui va se mettre en place et qui va faire en sorte que l'histoire va complètement prendre du sens vers la fin. Ici, c'est un peu la même chose. Donc Slade House est sans doute le roman le plus accessible de David Mitchell, qui n'hésite pas à utiliser aussi parfois des collages poétiques dans ses romans. Ici, c'est vraiment une très belle version de la maison hantée. Avec autre chose, je ne peux pas vous dire quoi, sinon je vais vous déflorer une partie du roman. Et c'est sorti en français l'année passée, je crois. C'est pas son dernier bouquin qui n'est pas encore traduit, mais ça vaut vraiment la peine. Et on trouve là-dedans tout ce qui fait l'originalité de la New World, c'est-à-dire c'est à la fois des thèmes classiques et un traitement au niveau du langage et de la narration qui est tout à fait étonnant. Enfin, il a commencé à avoir un énorme succès aux États-Unis. Il s'appelle Jeff Vandermeer et il a écrit une trilogie absolument remarquable qui s'appelle la trilogie du Rempart Sud. Voilà, c'est le premier volume. Là aussi, ça a été adapté sur Netflix. Alors, il faut savoir que l'adaptation sur Netflix est quand même très éloignée du roman parce qu'ils ont essayé de mettre la trilogie dans un seul film. Donc, il y a certaines choses qui sont difficilement, enfin, qu'on ne comprend pas vraiment dans le film parce qu'il y a un peu un mélange des 3 romans. Donc, on a un peu perdu. Et c'est pas mauvais en soi, mais bon, ça ne vaut pas les romans. Et ce qui est étonnant, encore une fois ici, c'est que les 3 romans sont extrêmement différents. D'habitude, dans les trilogies, vous trouvez quand même un ton général qui est assez similaire. Or, le premier livre, ici, Annihilation, c'est vraiment de la science-fiction proche de ce que vous pourrez trouver dans Alien, par exemple. Donc c'est une équipe qu'on envoie, pas sur une autre planète, ici tout se passe sur Terre, mais il y a un endroit sur Terre qui s'appelle la zone X, où il se passe des phénomènes absolument incompréhensibles. On essaye de cacher ça au grand public, on envoie plusieurs expéditions qui ne reviennent pas, et ici c'est la 11e expédition. Dans cette expédition, il y a la femme d'un des chercheurs qui a disparu, qui va essentiellement là-bas pour trouver ce qui s'est passé avec son mari. On va rapidement d'ailleurs le savoir. Et de se rendre compte que dans cette zone X, il n'y a plus rien qui soit logique en matière de temps et en matière d'espace. C'est un thème qu'on retrouve dans pratiquement tous les romans du New World. C'est un temps qui est complètement désarticulé,
et des héros qui sont perdus dans des paradoxes bizarroïdes. Et donc on va suivre toute cette expédition donc, et voir un petit peu comment évidemment ça va mal tourner et donner lieu à une explication de comment est née cette zone X qu'on aura dans le deuxième roman, qui lui est de l'espionnage, carrément. Autant le premier était fort proche de la SF, autant le deuxième c'est de l'espionnage. Et il est un peu plus difficile d'accès que celui-ci. Il faut s'y mettre, mais c'est quand même passionnant. Et enfin le troisième là, que dire? Là, je crois que Jeff Vandermeer, vu le succès des deux autres, s'est laissé aller à ce qu'il voulait vraiment faire, c'est-à-dire à une expérience sur le langage et sur la narration. Donc là, c'est pas facile, mais c'est un très bel épilogue, je trouve, à cette trilogie, même si extrêmement déroutant, parce que bon, on a des révélations sur les personnages qui étaient là avant, bien entendu, mais c'est très perturbant, parce que la narration ne se fait pas dans un ordre chronologique. On s'aperçoit que les visions qu'ont certains personnages peuvent être réelles ou ne le sont pas, c'est selon. Enfin, donc c'est extrêmement, encore une fois, inventif et étonnant. Donc si vous ne connaissiez pas ce mouvement, la New World, il y a une anthologie qui a été écrite par cet auteur, Jeff Vandermeer, qui explique un petit peu la genèse de ce tout nouveau mouvement. C'est malheureusement pas encore traduit en français, mais ça devrait normalement l'être l'année prochaine. Je crois que les éditions Diable Vauvert qui publient Jeff Vandermeer sont dessus. Et donc ça vous donnera l'occasion de voir un courant de l'imaginaire tout à fait passionnant. La prochaine fois, on va traiter aussi un courant proche de la littérature de l'imaginaire, puisque ce sera l'heroic fantasy, mais pas l'heroic fantasy comme vous la connaissez. Je vais essayer de vous montrer 3 styles extrêmement différents, avec l'œuvre la plus connue contemporaine d'heroic fantasy, à savoir Le Trône de Fer. Et on verra d'autres livres qui sont aussi excellents. Encore une fois, merci et à bientôt.